J'ai faim à avoir Alzheimer pour tester mes enfants. Ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. C'était la décision la plus désespérée que j'ai jamais prise dans ma vie, mais aussi la plus révélatrice. Parce que parfois, on a besoin de faire semblant de perdre la mémoire pour découvrir qui se soucie vraiment de nous et qui attend juste l'héritage. Et moi, j'ai fait semblant pendant 3 mois entiers que je développais cette terrible maladie, juste pour voir si mes 3 enfants me voyaient comme leur père ou comme un obstacle entre eux et l'argent que j'ai construit. Ce que j'ai découvert pendant cette période m'a détruit de l'intérieur, mais m'a aussi libéré. Je m'appelle Jean-Claude Dubois. J'ai 74 ans bien vécus, Dieu merci. Je suis né à Limoges, dans le Limousin. À cette époque, la ville était encore en pleine expansion, elle sentait encore la terre et la promesse d'avenir. Fils de cheminot, j'ai commencé tôt aussi sur les rails, mais j'ai fini dans le transport routier. J'ai passé 45 ans à construire une entreprise de transport, à porter du poids, à sillonner les routes de France, puis à administrer des flottes. Et regardez, l'asphalte est dur, mais le cœur d'un père encaisse encore plus de coups. J'ai épousé Françoise, ma compagne de vie, que Dieu a emmenée il y a 2 ans après un combat courageux contre le cancer. Nous avons élevé 3 enfants, Marc, 48 ans, Patricia, 45 ans, et Richard, 42 ans. Mais c'est des 3 ensemble que j'ai toujours attendu le plus. Ils étaient ma raison de vivre, mon motif pour travailler du matin au soir, mon espoir de laisser un héritage de famille unie. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais remercier la chaîne Les Conseils de Papy pour l'opportunité de me laisser raconter mon expérience. Et je demande à vous qui regardez de m'aider en vous abonnant à cette chaîne et aussi de commenter la ville d'où vous nous regardez. Tous les jours, il y a une nouvelle histoire qui peut toucher votre cœur et peut-être changer votre façon de voir la vie. Des histoires vraies, de vraies personnes, qui montrent que la vie nous enseigne toujours quelque chose, même dans les moments les plus difficiles. Donc, comme je le disais, c'est un dimanche que j'ai pris la décision la plus folle de ma vie. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas réfléchi, c'était une réaction désespérée à quelque chose que j'ai entendu par hasard et qui m'a fait réaliser que j'avais perdu mes enfants depuis longtemps. Je ne le savais juste pas encore. C'était un dimanche normal, de ceux que j'ai toujours tenu à maintenir même après la mort de Françoise. Déjeuner en famille, table garnie, maison pleine. Marc est venu avec sa femme et leurs 2 garçons. Patricia est arrivée plus tard avec son mari et leur fille adolescente. Richard a amené toute sa famille, sa femme et les jumeaux petits. La table était animée, comme toujours. Barbecue dans le jardin, bière fraîche, les enfants jouant dans la piscine. Je me sentais complet dans ces moments. Je pensais avoir encore une vraie famille. Je racontais une histoire sur les premiers temps de l'entreprise, sur combien il avait été difficile d'obtenir le premier camion dans les années 80, quand j'ai commencé à remarquer que personne ne faisait attention. Marc regardait son portable, Patricia parlait bas avec son mari, Richard jouait avec ses enfants. J'ai arrêté de parler au milieu de la phrase et je suis resté là, testant. Personne ne s'en est aperçu. Personne n'a demandé pourquoi j'avais arrêté. Ils ont continué leur conversation parallèle comme si je n'existais pas. C'est alors que j'ai entendu Marc parler à sa femme, pensant que je n'écoutais pas. Il répète toujours ces vieilles histoires. Il a dû raconter celle du camion 1000 fois. Il devient un peu gâteux. Elle a ri doucement et a répondu « Normal, non? Les vieux deviennent comme ça. Au moins, il a encore la tête bonne pour s'occuper des affaires. » Oh, pour s'occuper des affaires, cela m'a frappé comme une balle. Je n'étais plus le père, le grand-père, la personne. J'étais juste l'administrateur de leur héritage. J'ai terminé ce déjeuner en silence. J'ai aidé à débarrasser les assiettes, comme toujours, et l'après-midi, je me suis assis dans mon fauteuil du salon. Je suis resté là jusqu'au coucher du soleil, pensant, ressassant ces mots. Gâteux. Les vieux deviennent comme ça. J'ai passé la semaine suivante à ruminer cette découverte. Chaque nuit, je me retournais dans le lit vide, repensant à toutes les fois où j'avais senti cette indifférence subtile de mes enfants.
tous ces déjeuners dominicaux où j'avais l'impression de parler dans le vide, toutes ces visites protocolaires où il semblait accomplir un devoir plutôt que passer du temps avec moi. Et surtout, je repensais à cette conversation que j'avais surprise l'année dernière entre Patricia et Marc quand ils pensaient que j'étais aux toilettes. Papa vieillit, on devrait commencer à réfléchir à l'avenir. Il a 73 ans. Il faudra bien qu'on s'occupe de ses affaires un jour. Pas de lui, de ses affaires. C'est cette nuit-là que l'idée a germé dans ma tête. Une idée folle, désespérée, mais qui avait tout son sens dans ce moment de douleur. Et si je commençais vraiment à devenir gâteux? Et si je faisais semblant de développer des problèmes de mémoire? Est-ce que mes enfants montreraient une préoccupation sincère ou est-ce qu'ils s'organiseraient juste pour protéger le patrimoine? Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec mon médecin quelques semaines plus tôt. Le docteur Martineau avait commenté un patient qui avait développé Alzheimer et comment sa famille avait complètement changé. Des enfants absents avaient commencé à venir tous les jours. Des petits-enfants qui connaissaient à peine le grand-père s'étaient mis à appeler constamment. « C'est impressionnant, Jean-Claude », avait-il dit. « Parfois, on dirait que la maladie réveille l'amour qui dormait. Mais et si elle ne réveillait pas l'amour? Et si elle ne réveillait que l'intérêt pour le patrimoine? J'ai passé 2 semaines à étudier tout sur Alzheimer. J'ai acheté des livres, regardé des documentaires sur Internet, recherché les symptômes, les comportements, les stades de la maladie. J'ai découvert que ça commençait graduellement. Petits oublis, confusion avec les dates, répétition d'histoires, difficulté à se souvenir des noms de personnes proches. Le plus important, dans les phases initiales, le patient a encore des moments de totale lucidité, ce qui me permettrait de contrôler la performance sans éveiller de soupçons médicaux. C'était un plan risqué, cruel peut-être, mais j'avais besoin de savoir la vérité sur mes enfants. J'avais besoin de découvrir s'ils me voyaient comme une personne ou comme un compte en banque. Le dimanche suivant, j'ai organisé un déjeuner spécial. J'ai dit que je voulais parler de quelque chose d'important de la famille. Les 3 sont venus, comme toujours, un peu pressés, toujours en train de vérifier leur portable. C'est là que j'ai commencé mon spectacle. Patricia. C'est bien Patricia, n'est-ce pas? Désolé, ma fille, parfois je suis un peu confus avec les prénoms. Elle m'a regardé bizarrement. Bien sûr que c'est Patricia, papa. Je suis ta fille depuis 45 ans. Pendant le déjeuner, j'ai oublié que Richard était marié. J'ai demandé où était Françoise, comme si elle était encore vivante. J'ai raconté la même histoire sur l'entreprise 2 fois en 1 heure, faisant semblant de ne pas me souvenir que je l'avais déjà raconté. « Papa », dit Marc, échangeant des regards significatifs avec ses frères et sœurs, « vous répétez l'histoire. »« Ah, vraiment? Désolé. Je suis un peu oublieux ces derniers temps. » Leur réaction a été immédiate, mais pas celle qu'un père aimant attendrait d'enfants inquiets. Je n'ai pas vu de larmes dans leurs yeux. Je n'ai pas vu d'angoisse sincère. J'ai vu quelque chose de très différent, de beaucoup plus froid. J'ai vu du calcul. Patricia, qui est infirmière, est immédiatement passée en mode professionnel. « Papa, ces oublis ne sont pas normaux. Vous devez faire des examens. » Marc a complété avec cette voix de quelqu'un qui organise déjà les choses. « Oui, papa, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. » Richard a chuchoté quelque chose à sa femme, qui a hoché la tête, inquiète. Et c'est là, en voyant cette réaction calculée, que j'ai compris que mon test donnait déjà des résultats. Ils n'étaient pas inquiets pour moi en tant que personne. Ils étaient inquiets des implications pratiques de ma possible maladie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai intensifié graduellement les symptômes. La transformation de mes enfants a été rapide et révélatrice. Au début, personne n'a beaucoup parlé de ce déjeuner, ni dans les groupes WhatsApp, ni dans les appels qui restaient rares. Quelques jours sont passés et le silence a été presque total. Je continuais ma routine normale, je me levais tôt, prenais mon café seul, lisais le journal, m'occupais du jardin. La seule différence était que maintenant je jouais le rôle le plus difficile de ma vie. C'était un jeudi, presque midi, que j'ai reçu le premier vrai mouvement.
Le téléphone de la cuisine a sonné, cet appareil ancien que je garde encore par entêtement. « Allô ? Papa, c'est Marc. J'ai parlé avec mes frères et sœurs et on pense qu'il vaut mieux prendre rendez-vous pour vous, avec un spécialiste. » Ce n'était pas une question, c'était une information. « Pas besoin, Marc, je vais bien. » « Papa, ces oublis de dimanche ne sont pas normaux. Patricia connaît un très bon neurologue. J'ai déjà pris rendez-vous pour demain à 14 heures. » Il avait déjà pris rendez-vous, sans me consulter. « Et si je ne veux pas y aller ? » « Papa, vous devez y aller. C'est pour votre bien. » Pour mon bien. Intéressant comme il savait toujours ce qui était bon pour moi. Le vendredi, Marc est venu me chercher pour la consultation. Dans la voiture, il était différent, plus attentionné, mais d'une façon étrange, comme quelqu'un qui prend soin de quelque chose de fragile et de précieux. Le docteur Leclerc était un homme compétent, neurologue respecté. Son cabinet était plein de diplômes et de certificats. Marc a insisté pour entrer avec moi. « Monsieur Dubois, parlez-moi de ces oublis que vous avez. » J'ai joué parfaitement. J'ai oublié le prénom de ma petite fille, confondu des dates récentes, montré des difficultés à me souvenir de séquences numériques simples. Le docteur Leclerc prenait des notes soigneuses. Je vais demander quelques examens. IRM, analyse de sang, test cognitif plus détaillé. Marc, à côté de moi, posait des questions qui m'ont glacé le sang. « Docteur, combien de temps faut-il pour que ça progresse? Quels types de soins seront nécessaires? Y a-t-il un traitement ?» Des questions pratiques. Organisationnelles, comme si j'étais un problème à gérer. Sur le chemin du retour, son portable a sonné en haut-parleur. « Marc, comment s'est passée la consultation ?» C'était la voix de Patricia. « Compliqué. Le médecin soupçonne vraiment une démence. Il va demander des examens, mais... » Quelle situation? Et maintenant? Maintenant, on s'organise et on voit quelles sont les prochaines étapes. Les prochaines étapes. Comme si j'étais un projet d'entreprise en cours d'évaluation. Les examens, évidemment, n'ont rien montré d'anormal. J'étais parfaitement en bonne santé. Mais j'avais suffisamment étudié pour savoir qu'Alzheimer au stade initial n'apparaît pas toujours dans les examens physiques. Le docteur Leclerc était intrigué, mais a admis que certains cas ne sont diagnostiqués que par le suivi clinique des symptômes. C'est alors que le vrai visage de mes enfants a commencé à apparaître. Marc a suggéré que je fasse un suivi avec un gériatre pour aider à l'adaptation à la nouvelle réalité. Patricia a apporté des brochures de résidences spécialisées pour que je connaisse les options. Richard a augmenté les visites, mais toujours avec cet air de quelqu'un qui accomplit un devoir pénible. Le plus impressionnant a été la rapidité avec laquelle ils se sont organisés. Une semaine après les examens, Marc est arrivé chez moi avec un dossier plein de papiers. « Papa, j'ai parlé avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Il a expliqué comment on peut protéger votre patrimoine au cas où la maladie progresserait. » Protéger comment? En transférant certains biens à nos noms, en faisant une procuration préventive. Comme ça, si un jour vous ne pouvez plus prendre de décision, on peut tout gérer sans bureaucratie. Il m'a montré des documents déjà préparés. Procuration générale, transfert de 30% de l'entreprise, donation anticipée de 2 immeubles. Il suffit de signer ici, papa, c'est pour votre bien. J'ai regardé ces papiers, mon fils de 48 ans, m'expliquant comment il allait administrer ma vie, et j'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. Je vais réfléchir, Marc. Papa, il ne vaut mieux pas laisser traîner ces choses. L'avocat a dit que plus tôt c'est fait, mieux c'est. L'avocat a dit. Ce n'était plus le fils qui parlait, c'était l'administrateur de l'héritage. 2 jours plus tard, c'était au tour de Patricia d'arriver avec sa contribution. Elle est arrivée avec un dossier médical complet. Papa, j'ai tout recherché sur Alzheimer. J'ai apporté des informations sur les traitements, les aides soignants, les équipements qui vont aider. Elle a étalé des brochures sur la table du salon. Maison de retraite spécialisée, infirmières privées, médicaments importés. Regardez comme c'est joli cet endroit, papa. Il y a un jardin, des activités thérapeutiques, des infirmiers 24h/24. Les chambres sont individuelles, bien aérées.
Elle me vendait une prison dorée comme si c'était un resort. Mais j'aime ma maison, Patricia. Papa, la maison est trop grande pour vous. Et s'il arrive quelque chose? Si vous vous perdez? Si vous oubliez le gaz allumé? Chaque si était une justification pour m'éloigner de ma propre vie. Pas besoin que ce soit maintenant, a-t-elle continué, mais c'est bien de s'habituer à l'idée. Quand la maladie progressera, quand la maladie progressera. Elle tenait déjà pour acquis que j'allais empirer, que j'allais devenir un légume incapable. Richard a été le plus subtil, mais peut-être le plus cruel. Il a considérablement augmenté les visites, toujours en amenant ses enfants jumeaux. Papa, j'ai amené les petits pour que vous en profitiez pendant que vous êtes encore. Pendant que ça va bien, pendant que ça allait encore bien, comme si j'allais mourir demain. Les visites étaient mises en scène théâtrale. Les enfants arrivaient avec des dessins pour papy, restaient une demi-heure poliment, prenaient des photos avec moi pour le souvenir et repartaient. Papy, a dit un des jumeaux lors d'une de ses visites forcées, papa a dit que tu es un petit peu malade de la tête et que tu pourrais nous oublier. J'ai senti mon cœur se serrer. Richard utilisait mes propres petits-enfants comme manipulation émotionnelle. Je ne suis pas malade, mon chéri, juste un petit peu oublieux parfois. C'est pour ça qu'on doit prendre beaucoup de photos, a complété l'autre garçon, pour que quand tu nous oublies, tu puisses regarder et te souvenir. À ce moment-là, j'ai compris la cruauté de ce que Richard faisait. Il préparait les enfants à me perdre, créant un récit dramatique où j'étais le grand-père qui allait disparaître graduellement. 6 semaines après avoir commencé ma comédie, il s'est passé quelque chose qui a failli me faire tout arrêter. C'était un mardi après-midi. J'étais en train de somnoler dans le fauteuil du salon quand j'ai entendu les 3 arriver ensemble, chose rare. Je suis resté silencieux, faisant semblant de dormir, et j'ai écouté la conversation la plus douloureuse de ma vie. « Comment il va aujourd'hui » a demandé Patricia. « Pire » a répondu Marc. Ce matin, il m'a demandé 3 fois quel jour on était. Il faut qu'on accélère les dispositions, a dit Richard. Hier, il a failli signer des papiers de l'entreprise sans les lire. J'ai déjà parlé avec le gériatre, a dit Patricia. Il a dit que quand on arrive à la phase où il ne nous reconnaît plus, il vaut mieux l'hospitaliser. Et la maison? A demandé Marc. On va devoir la vendre, a répondu Richard. Trop grande, trop de responsabilités. Avec l'argent de la vente, on paie une bonne clinique et il reste encore de quoi partager. Partager. Le mot a résonné dans ma tête comme une balle. Vous pensez qu'il s'en rend compte? A demandé Patricia. De quoi? A répondu Marc. Je ne sais pas, qu'on organise sa vie comme s'il était déjà mort. Il y a eu un silence lourd. Patricia, a dit Richard finalement, c'est mieux comme ça, pour lui et pour nous. Il ne souffrira pas autant quand ça empirera, parce que tout sera déjà organisé. Et pour nous, c'est un soulagement, a complété Marc, de ne pas avoir à prendre ces décisions en crise. Un soulagement. Découvrir que j'avais Alzheimer était un soulagement pour eux. C'est à ce moment-là que j'ai complètement compris ce qui se passait. Mes enfants n'étaient pas tristes de ma maladie. Ils étaient organisés. Ils ne souffraient pas de ma possible perte. Ils planifiaient comment gérer mon absence. Je n'étais plus Jean-Claude Dubois, le père, l'homme qui les avait élevés. J'étais un problème logistique à résoudre avec efficacité. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Françoise. Mais ce n'étaient pas des larmes de nostalgie, c'étaient des larmes de découverte. La découverte que j'avais perdu mes enfants depuis longtemps, je ne le savais juste pas. 3 mois à faire semblant d'avoir Alzheimer m'ont révélé qui ils étaient vraiment. Marc me voyait comme une source de ressources à administrer. Patricia me voyait comme un cas clinique à résoudre. Richard me voyait comme un fardeau émotionnel à gérer. Aucun d'eux ne me voyait comme père, comme personne, comme être humain avec dignité et sentiment. J'ai passé la semaine suivante à collecter des preuves de tout ce que j'avais découvert. J'ai enregistré des conversations avec mon portable quand ils pensaient que je dormais. J'ai gardé tous les papiers qu'ils ont essayé de me faire signer. J'ai sauvegardé les messages du groupe familial où ils discutaient de mon cas,
comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. J'ai organisé une réunion familiale importante pour le samedi suivant. Il était temps de leur montrer qui j'étais vraiment et de découvrir s'il restait encore mes enfants quelque part dans ces administrateurs d'héritage. J'ai passé la semaine suivante à tout préparer. J'ai collecté des preuves, organisé des documents, répété ce que j'allais dire. Ce n'était plus seulement de découvrir la vérité, maintenant c'était de les confronter avec elle. J'ai organisé une réunion familiale importante pour le samedi à 14 heures. J'ai dit que je devais parler de mon avenir et des dispositions nécessaires. Les trois sont venus ponctuellement, ils sont même arrivés ensemble dans la même voiture. Ils sont entrés chez moi avec cette posture de quelqu'un qui va résoudre un problème administratif. Ils se sont assis sur le canapé du salon, le même canapé où j'avais l'habitude de leur lire des histoires quand ils étaient petits. Maintenant, ils me regardaient avec cette patience condescendante de quelqu'un qui va gérer un vieux confus. « Papa, comment vous sentez-vous aujourd'hui » Patricia a demandé dans le ton professionnel qui était devenu naturel. « Je me sens très bien, Patricia. En fait, je ne me suis jamais senti aussi lucide de ma vie. » Marc a souri gêné. « Tant mieux, papa. Vous avez passé une bonne semaine ?»« Excellente. Et j'ai aussi eu 3 mois très éclairants. » J'ai pris mon portable et l'ai posé sur la table basse. J'ai appuyé sur play. Leurs voix ont commencé à sortir de l'appareil, nettes comme s'ils parlaient à ce moment-là. C'est mieux comme ça, pour lui et pour nous. Il ne souffrira pas autant quand ça empirera, parce que tout sera déjà organisé. Et pour nous, c'est un soulagement de ne pas avoir à prendre ces décisions en crise. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le sang disparaître du visage des trois en même temps. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Richard a bégayé. « Ça, mes enfants, ce sont 3 mois de découverte. 3 mois à faire semblant d'avoir Alzheimer pour découvrir quel type d'enfant j'ai élevé. » Patricia a été la première à réagir. « Papa, c'est impossible. Vous êtes allé chez le médecin, vous avez fait des examens. Je n'ai pas Alzheimer. » J'ai crié pour la première fois depuis des décennies. Je n'en ai jamais eu. J'ai tout simulé pour faire un test, pour découvrir si vous me voyez comme père ou comme héritage ambulant. Je me suis levé du fauteuil, mes 74 ans portant une indignation accumulée pendant des années. Vous voulez savoir la vérité ? Pendant 3 mois, vous avez eu la chance de montrer un amour véritable. J'étais malade, vulnérable. J'avais besoin de vous. Et qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai pris le dossier que Marc avait apporté la semaine précédente. Marc, tu as organisé ma procuration comme si tu liquidais une entreprise. J'ai pris les brochures que Patricia avait apportées. Patricia, tu as cherché des maisons de retraite comme si tu choisissais un entrepôt pour du vieux matériel. J'ai regardé Richard. Et toi, Richard, tu as utilisé mes petits-enfants comme pièces d'un jeu émotionnel, en les préparant à me perdre. Papa, on voulait juste aider. Marc a essayé de se défendre. Aider ? J'ai explosé à nouveau. Vous vouliez vous organiser ? Vous avez entendu Alzheimer et vous avez pensé « Parfait, maintenant on peut tout contrôler sans qu'il se plaigne ». Patricia pleurait. « Papa, je suis infirmière, j'ai vu les symptômes, je voulais juste m'occuper de vous. Tu m'as transformé en cas clinique. Tu n'as jamais demandé comment je me sentais, tu ne t'es jamais soucié de mes peurs. Tu voulais juste me cataloguer et m'archiver dans une institution. » Richard est resté silencieux, regardant le sol. « Et toi, Richard, rien à dire ? Tu ne vas pas expliquer pourquoi tu as utilisé mes petits-enfants pour me manipuler ? Papa, je voulais juste qu'ils profitent du temps avec vous. » Mensonge. Tu voulais que je me sente coupable, que je signe tout ce que vous mettiez devant moi pour ne pas laisser de problèmes aux enfants. J'ai marché dans le salon, regardant chacun d'eux. Vous savez ce qui m'a le plus blessé ? Ce n'était pas la cupidité, bien que ça fasse mal aussi. C'était de découvrir que vous étiez soulagés de ma supposée maladie. Je me suis arrêté devant eux, soulagé parce que vous pourriez enfin me contrôler sans résistance.
Soulagé parce que vous n'auriez plus besoin de faire semblant de vous soucier de moi en tant que personne. Ce n'est pas vrai, papa. Marc a protesté. Ce n'est pas vrai? Alors expliquez-moi, quand est-ce que l'un de vous m'a appelé juste pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que vous êtes venu ici, sans vouloir quelque chose? Quand est-ce que vous m'avez traité comme père et non comme pourvoyeur? Le silence est revenu dominer le salon. Vous savez quelle a été la découverte la plus douloureuse de ces 3 mois? Découvrir que quand je mourrai vraiment, vous ne ressentirez pas du manque. Vous ressentirez un soulagement de ne plus avoir besoin de faire semblant de vous soucier. Patricia sanglotait. « Papa, ce n'est pas juste. »« Juste ?» J'ai ri amèrement. Juste, c'était que je fasse semblant d'être malade pour découvrir que mes propres enfants me voient comme un obstacle. Juste, c'était de découvrir que vous aviez déjà planifié toute ma vie sans même me consulter. J'ai pris plus de documents sur la table. Vous voulez voir l'injustice? Voici les factures que j'ai payées pour vous ces 5 dernières années. Marc, 340 000 € en prêts qui n'ont jamais été remboursés. Patricia, 180 000 € en aide pour ta clinique. Richard, 220 000 € en investissement pour tes projets qui n'ont jamais marché. Papa, c'est différent. Marc a murmuré. Différent? Comment? Je vous ai entretenu toute votre vie. J'ai résolu tous vos problèmes. Et quand vous avez cru que j'avais besoin d'aide, la première chose a été de me retirer le contrôle de ma propre vie. Je me suis rassis dans le fauteuil, soudain fatigué. Vous savez ce qui est le plus triste? Je vous aime encore. Même après tout ce que j'ai découvert, vous êtes encore mes enfants. Mais vous ne me voyez plus comme père depuis longtemps. Richard a finalement parlé, la voix étranglée. Papa, on peut discuter, on peut arranger ça. Arranger quoi, Richard? La déception de découvrir que j'ai élevé 3 enfants qui ne se soucient que de l'héritage. La douleur de savoir que quand je mourrai, vous serez plus préoccupé par l'inventaire que par le deuil. Je me suis levé à nouveau. Non, il n'y a rien à arranger. Il y a des conséquences à assumer. J'ai marché jusqu'à la table où j'avais plus de papiers préparés. Première conséquence, j'ai modifié mon testament. 70% du patrimoine va à des institutions caritatives. Les 30% restants sont dans un fonds qui ne sera libéré que si vous prouvez que vous pouvez avoir une relation sincère avec moi pendant les 2 prochaines années. Papa, c'est du chantage. Marc s'est levé. Du chantage, c'est ce que vous m'avez fait. Vous avez utilisé une maladie terrible pour me manipuler et me contrôler. Deuxième conséquence, j'ai continué, vous êtes interdit d'entrer dans cette maison pendant les 30 prochains jours. J'ai besoin de temps pour digérer tout ce que j'ai découvert. Papa, ne faites pas ça, Patricia a supplié. Troisième conséquence, si vous voulez reconstruire notre relation, ce sera selon mes conditions. Comme père et enfant, pas comme administrateur de patrimoine. J'ai pris les clés de la maison, vous pouvez partir. La porte sera fermée pendant les 30 prochains jours. Si dans 1 mois vous voulez revenir pour me demander pardon comme enfant, pas comme intéressé à l'héritage, je considérerai une conversation. Et si on ne revient pas? Marc a demandé, essayant de paraître défiant. Alors je saurai que j'ai fait la bonne chose, que j'ai vraiment perdu mes enfants depuis longtemps et que faire semblant d'avoir Alzheimer n'a fait que confirmer une vérité que je ne voulais pas accepter. Ils sont partis en silence, tête basse. Patricia pleurait encore. Richard portait une expression de quelqu'un qui venait de se réveiller d'un mauvais rêve. Marc est sorti en dernier, claquant la porte plus fort que nécessaire. Je suis resté là debout dans le salon vide, écoutant le bruit de leur voiture qui s'éloignait. Pour la première fois en 3 mois, j'étais complètement seul, mais je ne me sentais pas solitaire. Je me sentais libre. Dans les jours qui ont suivi, le silence a été absolu. Aucun appel, aucun message, aucune tentative de contact. C'était comme si j'étais vraiment mort pour eux, mais c'est dans ce silence que j'ai trouvé quelque chose que j'avais perdu, la paix d'esprit.
Je me réveillais le matin sans avoir à jouer la comédie, sans avoir à mesurer chaque mot pour maintenir la farce. J'ai recommencé à lire les livres que j'aimais, à écouter les chansons que Françoise et moi écoutions ensemble, à m'occuper du jardin sans hâte. J'ai découvert que la solitude, quand elle est choisie, ne fait pas mal. Elle soulage. C'est dans la 2e semaine que j'ai commencé à remarquer des choses que je ne voyais pas depuis des années. Le voisin d'à côté, Monsieur Antoine, me saluait toujours quand il me voyait dans le jardin. On a commencé à parler de plantes, du temps, de la vie. J'ai découvert qu'il était aussi veuf, qu'il avait aussi des enfants qui venaient rarement. La propriétaire de l'épicerie du coin, Madame Conception, demandait toujours comment j'allais et attendait vraiment la réponse. Ce n'était pas juste de la politesse. Le pharmacien, Monsieur Benoît, connaissait mes médicaments par cœur et avait toujours un mot aimable. J'ai réalisé qu'il y avait une communauté autour de moi que je ne voyais pas parce que j'étais trop concentré sur les enfants qui m'ignoraient. Dans la 3e semaine, il s'est passé quelque chose d'inattendu. C'était un jeudi matin quand j'ai entendu sonner. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu une femme inconnue à la porte. « Monsieur Dubois, je suis Marianne, assistante sociale de l'hôpital Saint-Louis. Puis-je vous parler ?» J'ai ouvert la porte intrigué. Elle était une dame d'une 50aine d'années, sourire gentil, dossier sous le bras. « En quoi puis-je vous aider ?»« En fait, je suis venu ici à la demande de votre fille Patricia. Elle m'a contacté inquiète. Elle a dit que vous avez des problèmes de santé et que la famille traverse une situation délicate. » Intéressant. Patricia avait fait appel à une assistante sociale. « Entrez, s'il vous plaît. On va discuter. » J'ai préparé du café. On s'est assis dans la cuisine. Marianne était une professionnelle expérimentée, de celles qui savent écouter. « Monsieur Dubois, votre fille m'a dit que vous avez été diagnostiqué avec Alzheimer, mais que maintenant, vous niez la maladie. Elle est inquiète parce que vous avez éloigné la famille et que vous vivez seul. » J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. « Marianne, puis-je vous raconter une histoire ? Une histoire sur un père qui a fait semblant d'avoir Alzheimer pour découvrir qui étaient vraiment ses enfants. Pendant 1 heure, je lui ai tout raconté. La découverte de l'indifférence, le plan désespéré, les 3 mois de comédie, la réaction des enfants, la confrontation. Elle m'a écouté en silence, prenant des notes occasionnelles. « Monsieur Dubois », a-t-elle dit quand j'ai terminé. « En 20 ans de profession, je n'ai jamais entendu une histoire comme celle-ci. Vous avez idée de l'impact que cela a eu sur vos enfants ? J'en ai. Et eux ont idée de l'impact que leur indifférence a eu sur moi pendant des années ? » Elle a hoché la tête pensive. « Vous vous sentez trahi par eux. Ils se sentent trahis par vous. C'est un cercle de rancœur très douloureux. Marianne, puis-je vous demander quelque chose ? Vous avez des enfants ? J'en ai 2. Comment aimeriez-vous être traité par eux quand vous arriveriez à mon âge ? » Elle est restée silencieuse un moment. « Avec respect, avec affection, comme une personne, pas comme une obligation. Alors vous comprenez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je comprends. Mais je comprends aussi que vos enfants ont peut-être réagi au diagnostic avec les connaissances qu'ils avaient à l'époque. Pour eux, le père était vraiment malade. Et même ainsi, la première préoccupation a été l'argent, pas moi. C'est vrai, a-t-elle admis. Mais peut-être qu'ils ne savaient pas comment démontrer de l'amour face à une situation si effrayante. On a parlé pendant 1 heure de plus. Marianne était équilibrée, elle ne prenait pas parti, mais posait des questions qui m'obligeaient à réfléchir. « Monsieur Dubois, qu'aimeriez-vous qu'il se passe maintenant ? J'aimerais que mes enfants me voient comme père, pas comme compte en banque. J'aimerais qu'ils se soucient de moi comme personne, pas comme source d'héritage. Et s'ils revenaient ici avec cette disposition, alors on verra s'il reste encore une famille à sauver. » Marianne s'est levée pour partir. « Je vais parler avec vos enfants, pas pour prendre parti, mais pour les aider à comprendre votre perspective. Parfois les gens ont besoin d'un médiateur pour voir au-delà de leur propre douleur. » Après son départ, j'ai réfléchi à la conversation. Pour la première fois en 1 mois, j'ai senti un petit espoir
que peut-être il y avait un chemin de retour. 2 jours plus tard, le samedi matin, j'étais en train d'arroser les plantes quand j'ai entendu des pas sur le trottoir. J'ai regardé et j'ai vu Patricia marcher lentement vers le portail, seule, sans son mari, sans hâte. Elle s'est arrêtée de l'autre côté de la grille, me regardant en silence. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait beaucoup pleuré. « Papa », a-t-elle dit simplement. J'ai fermé le tuyau d'arrosage, j'ai marché vers le portail, mais je ne l'ai pas ouvert. Patricia. J'ai parlé avec Marianne, elle m'a fait comprendre des choses que je n'avais pas réalisées. Je suis resté silencieux, attendant. Papa, je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez comme un compte en banque. Quand j'ai appris pour Alzheimer, j'étais désespéré. Je ne savais pas comment gérer, comment aider. J'ai pensé qu'en étant pratique, en organisant tout, je démontrais du soin. Et c'était le cas ? Elle a baissé la tête. Non, je fuyais mes propres sentiments. C'était plus facile de vous traiter comme patient que comme père. J'ai ouvert le portail, lentement. Tu veux entrer ? Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. On s'est assis sous la véranda, dans la même chaise où j'avais l'habitude de rester à réfléchir pendant les mois de comédie. « Papa, puis-je vous demander quelque chose ? Quand vous faisiez semblant, vous ressentiez de la colère contre nous ?» Je ressentais de la déception. La colère, je la ressens contre ceux qui me blessent par méchanceté. Vous m'avez blessé par indifférence, ce qui est pire. Pourquoi c'est pire ? Parce que la méchanceté, c'est encore un sentiment. L'indifférence, c'est l'absence de sentiment. On est resté un moment en silence, écoutant les oiseaux dans le jardin. « Papa, et maintenant, est-il possible de recommencer ?» J'ai regardé ma fille de 45 ans, infirmière compétente, femme forte, mais qui à ce moment ressemblait à une enfant demandant pardon. « Patricia, le pardon c'est une chose, la confiance c'en est une autre. Je peux vous pardonner pour ces 3 derniers mois. Mais pour retrouver la confiance, vous devrez me montrer que vous arrivez à me voir comme personne, pas comme héritage. Comment ? En commençant à vous intéresser à ma vie pour de vrai, pas à mes biens, à ma santé. Tu sais quelle est ma couleur préférée ? Tu sais quelle musique j'aime écouter ? Tu sais de quoi je rêve encore ? Elle m'a regardé surprise. Je ne sais pas. Alors on va commencer par là. Si tu veux reconstruire notre relation, tu dois me connaître comme personne, pas comme patient. On a passé tout l'après-midi à parler. Pour la première fois depuis des années, Patricia m'a demandé sur mon enfance, sur comment j'avais rencontré sa mère, sur mes peurs, mes rêves. Elle a découvert que j'ai toujours voulu connaître l'Europe, que j'aime la musique classique, que j'ai peur de mourir seul, mais pas de mourir. Quand elle est partie, il faisait déjà nuit. En partant, elle m'a embrassé différemment, pas l'embrassade protocolaire d'habitude, mais une embrassade de fille qui avait retrouvé son père. « Papa, puis-je revenir la semaine prochaine, sans agenda, sans hâte, juste pour parler ?»« Tu peux, mais préviens tes frères, s'ils veulent te revenir aussi, ce sera de la même façon. Comme enfant, pas comme administrateur. » Le lundi suivant, Richard est apparu. Il est arrivé humble, sans la famille, demandant à parler. On s'est assis sous la même véranda où Patricia et moi avions eu notre réconciliation. « Papa, j'ai passé ces 4 semaines à penser à tout ce qui s'est passé, et je suis arrivé à une conclusion douloureuse. Je n'ai jamais appris à être votre fils. » « Comment ça ? J'ai toujours été le Benjamin, j'ai toujours eu tout facilité. Quand j'ai grandi, j'ai continué à venir ici comme si c'était mon droit, pas mon privilège. Je vous utilisais pour résoudre mes problèmes, pour financer mes rêves, mais je n'ai jamais demandé quels étaient vos problèmes, vos rêves. C'était une confession honnête, douloureuse pour tous les deux. Et vos enfants, Richard ? Pourquoi les avez-vous utilisés pour me manipuler ? Il a respiré profondément, parce que je savais que vous avez une faiblesse pour eux. J'ai pensé que si j'amenais les enfants, vous feriez n'importe quoi pour ne pas les traumatiser. C'était lâche, papa. C'était très lâche. C'était. Puis j'essayais de réparer. Comment ?
en les amenant ici pour qu'ils connaissent vraiment leur grand-père. Pas le papy qui résout les problèmes, mais la personne que vous êtes. Je veux qu'ils sachent vos histoires, vos goûts, qu'ils créent de vrais souvenirs. On a passé 3 heures à parler. Richard m'a raconté ses difficultés au travail, ses peurs comme père, ses insécurités comme homme. Pour la première fois, il s'est ouvert à moi comme égal, pas comme fils dépendant. Quand il est parti, il a promis de revenir le samedi avec les enfants, pas pour une visite rapide et protocolaire, mais pour passer toute la journée avec moi. Marc a été le dernier. Il est apparu le jeudi de la semaine suivante, en fin d'après-midi. Il est arrivé seul, en costume, venant directement du travail. Il avait l'expression la plus sérieuse que j'ai jamais vue chez lui. Il s'est assis dans le salon à refuser le café que j'ai offert. Il est resté quelques minutes en silence, comme s'il organisait ses mots. « Papa, je ne suis pas venu ici pour demander pardon. » Cela m'a surpris. « Non ? Non, je suis venu ici pour dire la vérité. La vérité qu'aucun de nous n'a le courage de dire. Je me suis préparé au pire. La vérité, c'est que vous avez raison. Nous 3 vous voyons vraiment comme source de ressources. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la froideur. C'est l'habitude. On a grandi comme ça, on s'est habitué à vous voir comme le pourvoyeur, le résolveur de problèmes. » Au moins, il était honnête. Et quand on a appris pour Alzheimer, notre première réaction n'a pas été « comment on va s'occuper de papa », c'était « comment on va administrer la situation ». Parce que c'est comme ça qu'on a appris à gérer avec vous. Il s'est levé, marchant dans le salon. Mais vous savez ce qui me dérange le plus? Ce n'est même pas ça, c'est de découvrir que même en sachant ça, même en reconnaissant qu'on a tort, je ne sais pas comment changer. Pourquoi? Parce que ça fait 48 ans que notre relation est basée là-dessus. Vous pourvoyez, nous consommons, vous résolvez, nous profitons. Comment on change une dynamique de presque un demi-siècle? C'était une question perturbante, parce qu'elle était trop honnête. Marc, vous voulez changer? Je veux, mais j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur d'essayer et de continuer à vous voir de la même façon, et que ce soit encore plus frustrant pour tout le monde. Et si vous n'essayez pas? Alors je vais perdre mon père pour de vrai, et mes enfants vont grandir sans connaître leur grand-père. On est resté silencieux pendant un long moment. Papa, puis-je proposer quelque chose? Vous pouvez. Et si on recommençait à zéro? Et si j'arrêtais de venir ici comme fils qui a besoin de quelque chose et que je commençais à venir comme personne qui veut connaître une autre personne? Comment ça? Et si on prenait un café une fois par semaine, sans agenda, sans problème à résoudre, juste pour parler, comme 2 hommes qui se respectent, pas comme père pourvoyeur et fils consommateur? C'était une proposition intéressante. Différente des tentatives des frères et sœurs, mais peut-être plus réaliste. Et si ça ne marche pas, alors au moins on saura qu'on a essayé. Et vos petits-enfants sauront que grand-père a donné une chance à leur père de grandir. J'ai accepté la proposition. On a commencé la semaine suivante. Tous les mardis à 15 heures, Marc venait ici. On prenait le café. On parlait de tout sauf affaires et problèmes. C'était étrange au début. Mais petit à petit, on s'est découvert comme personne. J'ai découvert que Marc aime l'histoire, qu'il lit des biographies de grands leaders, qu'il a peur de ne pas être un bon père. Il a découvert que j'ai toujours voulu écrire un livre sur mon expérience comme entrepreneur, que j'aime les documentaires sur la nature, que Françoise me manque encore tous les jours. 6 mois après la confrontation, notre famille était différente, pas guérie, trop de cicatrices pour ça, mais différente. Patricia me rend visite 2 fois par semaine. Pas comme infirmière, vérifiant les symptômes, mais comme fille intéressée à la vie du père. On a découvert qu'on a des goûts pareils, en films et livres. On a commencé à regarder des séries ensemble. Richard amène les petits-enfants tous les samedis. Pas pour des visites rapides, mais pour passer la journée. Je leur ai appris à jouer au domino. Je raconte des histoires de famille. Ils m'aident à m'occuper du jardin. Maintenant, ils savent que grand-père aime le café fort, qu'il supporte l'OM, qu'il sait faire des cerfs-volants. Marc maintient nos cafés du mardi. Il en est déjà au 10e mois consécutif.
Il n'a jamais manqué, n'a jamais demandé d'argent, n'a jamais apporté de problème à résoudre. On apprend lentement à être père et fils, pas pourvoyeur et consommateur. Le testament reste modifié. Les 30% ne seront libérés qu'après 2 ans de relations sincères. Il reste encore 1 an et demi et je ne sais pas si je vais changer d'avis. Peut-être oui, peut-être non. L'important, c'est que maintenant, notre relation n'est pas basée sur l'héritage. Parfois, on me demande si je regrette d'avoir fait semblant d'avoir Alzheimer. La réponse, c'est non. C'était cruel, peut-être. C'était désespéré, certainement. C'était nécessaire, absolument. Parce que pendant 3 mois à faire semblant de perdre la mémoire, j'ai découvert quelque chose de fondamental, que ma dignité ne dépendait pas de l'approbation de mes enfants, que je pouvais être heureux seul, que l'amour véritable n'a pas besoin d'être acheté ou maintenu à travers des faveurs. La plus grande découverte n'était pas sur mes enfants, c'était sur moi-même. J'ai découvert que je suis une personne intéressante, capable de vivre seule et d'être heureux, que je n'ai pas besoin d'entretenir des adultes pour être respecté, que mon bonheur ne dépend de personne. Aujourd'hui, à 75 ans, je me réveille tous les jours en sachant que je vais vivre pour moi-même. Si mes enfants veulent faire partie de ma vie, ils seront les bienvenus, mais comme personnes qui me respectent, pas comme intéressés à l'héritage. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'aimerais aussi remercier la chaîne Les Conseils de Papy pour l'opportunité de raconter mon expérience. Abonnez-vous ici et partagez cette vidéo, parce que tous les jours, il y a une nouvelle histoire, et qui sait si l'une d'elles ne ressemble pas à la vôtre aussi. Parce qu'au final, nous méritons tous d'être aimés pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir ça. C'est cette nuit-là que l'idée a germé dans ma tête. Une idée folle, désespérée, mais qui avait tout son sens dans ce moment de douleur. Et si je commençais vraiment à devenir gâteux? Et si je faisais semblant de développer des problèmes de mémoire? Est-ce que mes enfants montreraient une préoccupation sincère ou est-ce qu'ils s'organiseraient juste pour protéger le patrimoine? Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec mon médecin quelques semaines plus tôt. Le docteur Martineau avait commenté un patient qui avait développé Alzheimer et comment sa famille avait complètement changé. Des enfants absents avaient commencé à venir tous les jours. Des petits-enfants qui connaissaient à peine le grand-père s'étaient mis à appeler constamment. « C'est impressionnant, Jean-Claude », avait-il dit. « Parfois, on dirait que la maladie réveille l'amour qui dormait. » Mais et si elle ne réveillait pas l'amour? Et si elle ne réveillait que l'intérêt pour le patrimoine? Parfois, on me demande si j'aurais fait différemment, si j'avais une autre chance. La réponse est non. Ces 3 mois m'ont appris quelque chose que des années de thérapie n'auraient peut-être pas réussi. La différence entre être aimé et être utilisé. La différence entre être respecté et être toléré. La différence entre avoir une famille et avoir des héritiers qui attendent. Mes enfants ont découvert qu'ils m'avaient perdu comme distributeur automatique d'argent. Mais ils ont eu la chance de me retrouver comme père. C'était à eux de choisir ce qu'ils voulaient. Et moi, j'ai découvert que l'amour véritable d'un parent ne consiste pas à tout donner sans limite. Parfois, il consiste à dire non, à établir des limites, à exiger du respect. Aujourd'hui, quand je regarde mes 3 enfants, je vois des adultes qui apprennent encore à être mes enfants. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des cicatrices, il y a encore des moments de tension, mais il y a quelque chose que nous n'avions pas avant, de l'authenticité. Patricia ne fait plus semblant de s'intéresser à ma santé pour contrôler ma vie. Elle s'intéresse vraiment à moi comme personne. Richard n'utilise plus ses enfants comme outil de manipulation. Il les amène parce qu'il veut vraiment qu'ils me connaissent. Marc ne vient plus résoudre mes problèmes ou créer de nouveaux. Il vient parce qu'il découvre qu'on peut être amis, pas seulement père et fils. Et vous qui écoutez cette histoire, je veux vous dire quelque chose. Ne laissez jamais personne vous traiter comme si votre seule valeur était ce que vous pouvez donner. Que ce soit vos enfants, vos amis, votre famille, vous valez plus que votre compte en banque, vous valez plus que vos faveurs, vous valez plus que votre utilité.
Et si vous devez faire des choix difficiles pour que les gens vous respectent, faites-les. Parce qu'il vaut mieux être seul avec dignité que entouré de gens qui vous utilisent. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous au Conseil de Papy, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Chaque histoire ici peut changer une vie, même la vôtre.